Pascal Sanchot, merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez écrit un livre formidable. Vraiment, S'élever ensemble, vous devez absolument le lire. Vous allez le dédicacer également lors de la pause. Tout commence dans votre vie par un poster. C'est un poster que vous regardiez il y a très longtemps. On y voyait un hélicoptère, un filin et un type avec un casque et un harnais. C'était un sauveteur en haute montagne. C'est de là d'où date votre vocation. À partir de là, vous êtes devenu commandant dans une unité spéciale de la police nationale chargée du sauvetage en haute montagne. J'insiste, de la police nationale et non pas de la gendarmerie, qui est un petit peu plus connue par les médias, c'est vrai, le PGHM de Chamonix, entre autres. Ici, c'est la police nationale. Vous êtes également officier de police judiciaire. Vous l'avez été. Et aujourd'hui, vous êtes guide de haute montagne. Ma question est la suivante. Vous êtes vous-même toujours très proche de la rupture et vous acceptez ce risque-là parce que d'autres avant vous ont été victimes d'une rupture. Nous vous écoutons. Absolument. Merci Thierry pour cette présentation authentique. Je vais essayer le PowerPoint, s'il vous plaît. Alors pour moi, la rupture dans mon monde, qui est le secours en montagne, en fin de compte, elle arrive, contrairement à l'incertitude auquel on s'habitue assez aisément, elle arrive de manière brutale, de manière déstabilisante parfois. Et ce 24 mars 2015 n'échappera pas à la règle. Un camarade vient me voir en me prévenant que des images tournent en boucle sur les chaînes d'information, qu'on y parle d'un crash d'avion et qu'on y parle de secours en montagne. Et c'est vrai qu'à la lumière des premières images qui sont terrifiantes, glaçantes, je vois une montagne constellée de débris d'avions. Je ne sais pas encore qu'un pilote vient de décoller de Barcelone et à bord d'un A320 et dans sa folie meurtrière vient de projeter un avion volontairement contre la montagne, emmenant avec lui 149 passagers et personnes d'équipage. Il n'y aura aucun survivant. Beaucoup d'émotions. Je pense aux victimes, je pense beaucoup aux familles, mais dans le même temps, mon regard ne peut se détacher de deux petites silhouettes bleues. Je sais que ce sont deux camarades de mon unité de Briançon qui ont été dépêchés en première intervention sur ce crash. Sans vraiment y réfléchir, je remonte, rejoins mon bureau, décroche le téléphone, appelle mon patron à Chamonix et lui dit « Nicolas, tu as vu ce qui se passe ? On ne peut pas laisser les camarades seuls sur cette intervention. Le moment est à la solidarité. » Non, les mini, non, je ne veux pas livrer des restes. Voilà. Plus par là. Quoi. Donc en fait là, le haut des arbres, limite. Ils ont été... condoléances ont été disposées, des couronnes de fleurs ont été amenées par les habitants. Non. Elle est derrière là, en en blonde. Ah voilà, c'est ça que je me demandais. Parce que devant, moi, je vois très bien. Ouais, je l'ai un peu... La rupture, c'est ça. En fin de compte, ce jour-là, elle est brutale. Et dès l'instant qu'on sait qu'on va être intervenant sur cette opération, une seule question est à se poser, quel cap allons-nous tenir ? Et après, le premier cap qui fut assez instinctif et naturel, celui de la solidarité, en tant que chef de groupe, il n'y a pas vraiment d'urgence, malheureusement pas de victimes. Je vais prendre le cap de la protection de mes hommes,
parce que je ne me sens pas, pour la première fois dans mon commandement, le droit de désigner qui que ce soit sur cette mission. Je ressens qu'il va falloir être habité d'une force supplémentaire. Et je veux que les gens soient volontaires sur cette mission. Donc, je ferai un appel à volontariat. Nous sommes 38 et j'aurai 38 volontaires. Et pour un chef comme moi qui dirige un groupe d'élite, qui est quand même un groupe compliqué à diriger, avec des personnes de fort caractère, je savais qu'il répondrait présent, mais on est dans un métier où on est avant tout ce que nous faisons et pas ce que nous disons. Et je suis heureux, et cela me donne de la force immédiatement pour organiser la mission, de savoir qu'ils sont là, qu'ils répondent présents, et surtout qu'ils assument le pacte qu'ils s'étaient fait à eux-mêmes quelques années plus tôt, en portant cette tenue. Le pourquoi. Pourquoi je fais du secours en montagne. Quand nous arrivons sur ce dispositif, le premier souvenir qui me vient à l'esprit, c'est un sentiment de grandeur. Grandeur du dispositif, évidemment, tout est gigantesque, mais aussi grandeur de la France qui, pour une fois, s'est donné les moyens d'être à la hauteur. Nous sommes observés par l'Europe entière, notamment par l'Espagne et l'Allemagne qui pleurent leurs morts. Et tout a été fait de la plus belle des manières en nous donnant la possibilité d'assumer ce que nous sommes, la notion de servir notre pays dans un premier temps, mais surtout servir ces malheureuses victimes en leur rendant leur dignité. Il va falloir les évacuer. Malheureusement, elles ont été abîmées, il va falloir les identifier, donc il va y avoir un gros travail au niveau de l'ADN. Et dans une dernière phase, il faudra rendre aux familles pour leur permettre de faire leur deuil, une enveloppe honorable. Et je croise aussi des gens qui sont peut-être pour la première fois, puisque parfois il y a des concurrences entre les services, animés d'un esprit de concorde que j'avais jamais connu. Tout le monde est vraiment orienté sur ce même objectif, servir. En me rendant sur la zone du crash, je pense à une phrase de William Hazlitt qui disait que lorsqu'il y a une volonté, il y a un chemin. Et c'est vrai que ce jour-là, je suis assez impressionné. Quelques jours auparavant, pour accéder à la zone, il fallait faire 2 heures de marche dans un petit sentier de randonnée. Aujourd'hui, c'est une piste. Des gens ont travaillé sans relâche, de jour et de nuit, des femmes et des hommes, pour faire en sorte qu'on puisse travailler dans les meilleures conditions. Quand j'arrive sur la zone, c'est mon camarade Philippe, d'un PGHM, qui m'accueille. Je le connais bien, c'est un Pyrénéen aussi. On est amis. Et j'ai du mal à le reconnaître. Ses traits sont tirés, son visage a changé de ces visages qu'on peut parfois croiser dans les films ou ailleurs, de gens qui ont souffert. Je lui demande s'il va bien, il me semble vraiment épuisé, il me dit que ça va, il vient de passer la nuit sur place parce que malheureusement on est aussi là pour éviter les pillages. La nature humaine est capable du meilleur mais aussi du pire. Et donc, je me mets à sa disposition, puisqu'il gère ce jour-là le dispositif. Que peut-on faire pour être utile ? Il me propose de rechercher sur la partie haute de la zone, une partie escarpée, où il va falloir travailler avec des cordes, descendre en rappel. Et il me prévient, il me dit « Pascal, prépare tes équipes, c'est très particulier ici. » Et donc, nous allons nous positionner en binôme, en cordée, ce terme que vous connaissez. Et mes premiers pas sur la montagne sont particuliers. Je croise les 2 derniers arbres qui ont été les derniers obstacles de l'appareil avant qu'il n'impacte. 2 arbres décapités, juste avant un cratère géant où sont restées des parties importantes de l'appareil, un train d'atterrissage, la queue, un bout d'aile. Et une forte odeur de kérosène se dégage de la zone, c'est peut-être pour nous une chance d'ailleurs. Donc on se protège immédiatement, on met des masques. Certains ont choisi de mettre une combinaison blanche, ça m'a un peu surpris, donnant à l'endroit une ambiance très particulière. On est vraiment déjà dans l'émotion. Et c'est vrai que les premiers pas sont quand même assez particuliers. J'ai jamais entendu sur une zone d'opération un silence de cathédrale comme celui-là. Les gens ont choisi de parler à voix basse, comme si nous étions déjà dans le respect, et on rentre dans le cap du collectif, vraiment. Ce cap que nous allons essayer de tenir de la meilleure des manières. On arrive au-dessus de la zone, on a marché à peu près 15 minutes, je croise une portière d'avion plantée dans la terre. On la sécurise immédiatement parce que ça peut être un objet dangereux pour ceux qui travaillent en aval.
surtout que quelques minutes auparavant, on avait entendu dans la radio un message d'alerte, une roue d'un train d'atterrissage qui avait été projetée à 400 mètres au-dessus du point d'impact devait être évacuée pour une raison de sécurité. Elle s'était mise sur la tranche, mise à dévaler la pente et avait failli percuter un secouriste. Donc rester vigilant malgré l'émotion, c'est pas facile, même si nous étions tous habitués, tous aguerris à ce genre de contraintes, celle-là dépassait toutes les autres. Et ensuite, j'étais encordé avec Xavier, on était très serrés, sans corde évidemment, la corde était plus dans notre âme. On avait senti le besoin d'être très proches, on travaillait à deux, non pas pour des raisons de sécurité, parce que la zone n'était pas non plus très technique pour ce qu'on est habitué à faire, mais plutôt pour se soutenir les uns aux autres. On avait ressenti que sur ce chemin, quelque part, ce chemin de croix qu'on allait vivre, on était obligés de travailler les uns pour les autres, les uns avec les autres, et qu'il n'y avait pas d'autre chemin possible. Et à mon nez, je vois Xavier qui s'accroupit, qui saisit un papier, et très rapidement, je vois des formes imparfaites, des couleurs vives. Pour moi, c'est évident, c'est un dessin d'enfant. Je le saisis, je le plie délicatement. C'est quelque chose qui rejoindra le soir la zone qui est dédiée aux objets personnels, qu'on essayera d'identifier avec un travail de recherche qui seront rendus pour la plupart aux familles. Et on touche du doigt la fragilité de notre statut ce jour-là. Xavier donc a lu et s'est appesanti sur ce dessin. Il m'avouera quelques mois plus tard que ce dessin l'a hanté pendant des jours et des nuits. Et en fin de compte, dans mon premier livre, Bravo Papa, j'avais dit que sur cette opération de secours, il fallait me renier en rentrant sur la zone. Je pense que je m'étais tout simplement trompé, il fallait être soi-même. Et on ne le sait pas encore, mais sur les pentes de ce pic des 3 évêchés, on est en train de, quelque part, réécrire une autre version de nous-mêmes. Par chance, il y aura des moments de pause, on se nourrira de ce que moi j'appelle le périmètre de puissance. C'est des gens, et c'est valable dans tous les univers, qui peuvent être hiérarchiquement au-dessus de vous, à côté de vous, en dessous de vous. Et c'est des gens qui, même à des kilomètres de distance, sont toujours avec vous. Et on avait vraiment besoin de ce soutien. Et malgré toute cette bienveillance qui nous entourait dans ces moments de pause, on a tous mis un genou à terre, tous, sans exception, et moi le premier, si ce n'est les deux, parce que je ne savais pas que sur cette opération, le jour ça pouvait être ça, que certaines nuits seraient sans sommeil, que nous aurions la plupart du temps les yeux rougis, mais je ne savais pas surtout que nous serions grands et assez forts dans cette mission parce que nous étions ensemble. Et donc là, nous avions choisi le cap, après ce cap du collectif, le cap du caractère et de la confiance absolue, parce qu'on allait se livrer intimement à des gens qui allaient nous voir pleurer, il n'y avait aucun état d'âme à avoir là-dessus. On rentrait petit à petit dans le cap de la résilience. Le cap de la résilience, il y a eu aussi, dans cette mission, quelque part le cap aussi de la résurrection et une forme de reconstruction quand on a vécu des choses aussi difficiles. On a eu énormément de mal à se quitter sur cette opération. Parce qu'on avait vécu des choses très très fortes, parce qu'on avait besoin d'être les uns avec les autres, parce que c'était une forme d'intimité qu'on avait partagée. On avait démontré des traits de notre personnalité qu'on n'avait peut-être jamais montrés en mission. Et donc ça a été un week-end un petit peu particulier. Quand nous sommes rentrés, un vendredi soir, nous n'avons cessé de nous appeler pour savoir comment nous allions. Et le corps, et notamment l'esprit, est assez particulier. Nous allions bien. Moi, qui suis un fan de rugby, je regardais un match de rugby, puis je me mettais à pleurer. J'appelais un camarade parce que j'étais pas si mal que ça, consciemment. Et puis, mon camarade me disait qu'il était au ski et qu'il vivait la même chose. Ça a duré 48 heures. Et au bout de 48 heures, est arrivé le lundi matin où nous sommes tous repartis en mission. Et nous avons, quelque part, renoué avec notre passion de sauver. Peut-être que dans ce que je vous explique là, vous êtes surpris que je ne vous donne pas plus de tips, plus de méthodes sur comment faire pour affronter le chaos ou la rupture. C'est parce que foncièrement, je pense qu'il n'y en a pas. Chaque opération, chaque situation est unique, particulière. Elle va demander des leviers qui seront propres à vos chemins, à vos équipes.
Moi, j'ai eu à traverser de nombreuses épreuves dans mon métier. J'ai perdu 7 camarades en 30 ans sur un groupe de 38, ce qui est beaucoup. J'ai eu 2 crashs d'hélico dans le groupe, ce qui est énorme. Et en fin de compte, dans toutes les crises qu'on a traversées, dans toutes ces ruptures qu'on a vécues, ce ne sont jamais les protocoles, ce ne sont jamais les process, ce ne sont jamais nos techniques qui nous ont permis quelque part de se sortir de ce mauvais pas, d'aller au bout de notre ambition qui était simplement d'être le moins imparfait possible, de rendre la moins bonne copie. C'était l'humain. L'humain dans ce qu'il a de meilleur. L'humain quand on est capable de s'écouter et de s'entendre dans une situation de stress importante. Quand on est capable de prendre des décisions qui de toutes les manières seront imparfaites. L'humain qui est aussi capable, parce qu'on est relié dans un objectif commun, de quelque part d'assumer ses choix. Et ces choix qui passeront obligatoirement par des revers, des contretemps, parfois des échecs. Et il est facile d'assumer la réussite, mais il est déjà plus difficile d'assumer cette partie un peu plus sombre de nos engagements. Et pour cela, j'aimerais vous proposer de partager avec moi, non pas notre savoir-faire, puisque je pense que toutes et tous autant que vous êtes, vous avez une haute compétence dans vos domaines, mais j'aimerais qu'on se reconnecte un petit peu sur notre état d'esprit. On a parlé tout à l'heure de flottille, moi je parlerai plus de cordée, et j'aimerais vous faire vivre éventuellement une expérience particulière, parce que je pense que si aujourd'hui on devait retenir sur cette opération qui est quand même unique, un cap à tenir, ça serait plutôt le cap du collectif. Et puis si on devait retenir un seul mot de mon intervention, j'aimerais vous proposer le mot ensemble. Et je pense qu'on ne retient bien que ce qu'on vit, ce qu'on vit au fond de nous-mêmes, dans notre corps et parfois aussi dans notre âme. Et donc je vais vous proposer éventuellement une opération à partager ensemble, avec l'état d'esprit qui est le nôtre, les uns avec les autres, les uns pour les autres. Ce que je vous propose, c'est de vous lever et de vous connecter. C'est-à-dire que vous allez vous prendre par l'épaule comme si on était en cordée. Alors je sais que ça peut surprendre, mais du fond du cœur, je peux vous dire que ce que je vous demande là, ce n'est pas une posture. C'est loin d'être une mise en scène. C'est pour moi la quintessence de mon propos. C'est-à-dire que si on n'est pas capable d'être connectés les uns aux autres, si on n'est pas capable de se dire franchement qu'on ne sait pas, on n'a pas la solution, que peut-être notre camarade de droite ou notre camarade de gauche là, et que demain, ça sera certainement l'inverse, on n'est pas capable de vivre la rupture, on n'est pas capable de l'affronter sereinement. Et surtout, on ne sera pas capable de trouver cette solution pour laquelle nous sommes rassemblés. Donc là, nous sommes connectés. Ce que je vais vous proposer, c'est d'aller chercher 2 personnes dans une des grandes faces des Alpes, la face nord des Drues, qui est une des faces les plus redoutables. On n'a pas à être impressionné par ce qui va se passer, on s'y est préparé, chacun dans vos domaines. Quand arrive un petit peu ce tourbillon d'émotions, cette difficulté, quand la pente se redresse, il faut se sentir prêt, il faut faire face. Et là, on va faire face, on va aller les chercher en temps réel, direction la vallée de Chamonix, pour une opération qu'on va mener ensemble. La vidéo, s'il vous plaît, voilà, merci. Donc là, vous avez en temps réel un pilote qui va rentrer dans sa bulle et qui va amener les pales à peu près à 1 mètre de la paroi. Chacun est à sa place, on s'est préparé pour ça, donc il n'y a pas de crainte à avoir particulière, simplement cette capacité à travailler ensemble. Donc là, on va repérer les victimes qui sont sur l'équivalent d'une table de salon posée à 500 mètres du sol. Et comme vous êtes motivés, vous allez descendre en premier. Donc là, le premier qui descend, très rapidement, il doit évaluer l'aérologie dans la face. Est-ce qu'il y a des chutes de pierre? On est en connexion évidemment et en relation avec le pilote. On va veiller à ce que le câble du treuil ne touche pas la paroi, sinon ça serait une fin de mission
pour des raisons de sécurité. On va évaluer aussi de quelle manière se sont ancrées les personnes à la paroi. Est-ce qu'elles sont blessées? Par chance, ce jour-là, elles sont victimes d'une chute de pierre. Leur code est sectionné, mais elles n'ont aucune lésion. Donc on est en contact avec le pilote. On a à peu près développé 70 mètres de câble. On va appeler son deuxième camarade qui va évacuer la première victime. Donc là, vous voyez l'hélicoptère. Il se rapproche jusqu'à une distance d'1 mètre à peu près de la paroi. Donc les choses doivent être très très précises. Première évacuation de la victime, le câble revient à nouveau. Et quand on évacue la dernière victime, en général, on essaye d'évacuer aussi tout le matériel qu'on a mis en place pour laisser aucune trace de notre passage. On lève les yeux, on voit que le pilote s'est écarté de la paroi, on sait qu'à ce moment-là, les choses sont à peu près gagnées et que les deux personnes vont être saines et sauves et vont rentrer à la maison avec un souvenir assez intense mais sans bobo. Je vous remercie d'avoir joué le jeu. Alors, pour conclure, j'aimerais vous parler de 2 choses. D'abord, je vais faire un souhait pour chacune et chacun d'entre vous, c'est que vous redeveniez ce que vous aurez dû être au fil du temps et rester sans avoir à lutter, c'est-à-dire des premiers de cordée. Nous, en montagne, on a des premiers, on a des seconds de cordée. Le premier, c'est quelqu'un qui a une vision, qui va tracer le chemin dans la paroi, qui va faire les efforts pour atteindre le sommet. Et je pense que vous représentez assez bien ces forces vives qui ouvrent la voie et qui, quelque part, par leurs compétences, leur engagement, leurs efforts, construisent une grande partie de notre vivre ensemble. Et ce que je souhaiterais dans le même temps, c'est que vous ayez un second de cordée solide parce que l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas grimper seul. Il faut un second de cordée. Le second de cordée, ça pourrait être l'État, par exemple, qui, au lieu de tirer sur la corde, vous donne un peu de mou quand vous passez le passage difficile, qui vous encourage à le franchir et qui vous donne aussi les moyens d'atteindre le sommet par des itinéraires en commun. La deuxième chose que j'aimerais faire, c'est qu'est-ce qui ressort de tout ça et qu'est-ce qu'il en restera. Moi, j'ai eu la chance donc de vivre 30 années, 1 millier d'interventions. J'aimerais que vous puissiez sentir ce qu'il y a au bout du chemin quelque part. Et donc, je vais vous parler très rapidement de ma dernière journée de travail. Je m'y suis préparé, j'ai fait un faux départ, j'ai dû me repréparer pendant 1 an pour quitter ce cercle vertueux. Et donc arrive le jour fatal, vous savez que tous les gestes que vous faites sont les derniers, c'est pas facile. Un dernier secours, un dernier posé sur la DZ à Gavarnie, au cœur des Pyrénées. Et donc, je m'étais fait un petit peu mon scénario. Je m'étais dit que j'allais prendre pour la dernière fois mon sac de montagne, le tirer sur le plancher de l'hélicoptère, rejoindre la bienveillance du poste, de mes camarades, et que j'allais tourner la page. Effectivement, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Donc, j'ai pris effectivement mon sac de montagne, je l'ai tiré pour une dernière fois, et je me suis arrêté de manière assez inattendue devant le treuil, sur lequel je m'étais pendu pendant des années. Et je l'ai remercié de ne pas m'avoir laissé tomber au sens propre comme au sens figuré. Et ensuite, je me suis assis, incapable de quitter cette zone. Et à ce moment-là, que pensez-vous qu'il se passe dans mon esprit? J'ai eu la chance de vivre des missions extraordinaires en France, à l'étranger, de faire des grands sommets, par des voies très difficiles, parfois des premières. Il ne restait rien de tout ça, en fin de compte. Ce qui restait, c'était des visages, c'était des sourires, c'était des poignées de main, c'était des embrassades, et puis parfois, parce que ça fait aussi partie de mon parcours, c'était des quelques larmes. Mais surtout, ce jour-là, ce qui me restait, c'était vraiment la vie devant moi. Ce que j'appréciais à sa juste valeur, sachant que des camarades n'avaient pas eu cette chance. Et ce que j'aimerais vous dire par là, c'est qu'il me restait l'humain. Et je pense que quels que soient nos métiers, quelles que soient nos missions, c'est l'intention qui compte et rien ne peut se faire si ce n'est pas pour l'humain et avec l'humain. Et donc, pour conclure le propos, je voudrais faire un vœu pour chacune et chacun d'entre vous, c'est que
au moment où vous ferez l'inventaire de votre parcours. Ça peut être une aventure, ça peut être un moment de vie, ça peut être une vie tout court. On parle souvent de vie professionnelle, mais ça dépasse très largement le cadre de la vie professionnelle. C'est la vie en général. Vous puissiez voir dans les yeux de ceux que vous avez accompagnés, de ceux qui vous ont accompagnés, que vous puissiez voir dans les yeux de ceux que vous avez fait grandir et qui vous ont nécessairement fait grandir, dans les yeux de ceux qui vous aiment et que vous aimez, de la fierté. Mais c'est de la fierté, non pas parce que vous avez réussi, parce que la réussite c'est un sujet sujet philosophique qui pourrait occuper toute la journée. Non, c'est des gens qui seront fiers de vous parce qu'ils sauront que dans les moments les plus difficiles, quand la pente se redresse et quand ça commence à secouer, vous avez toujours essayé et tenté de donner la meilleure version de vous-même, une meilleure version de vous-même pour les autres et avec les autres. Je vous remercie.